Bonjour à tous, bienvenue dans Broadcast Time, votre rendez-vous du jeudi consacré aux nouveaux médias, aux nouveaux moyens de production, au Web TV. Vous le voyez derrière moi, un inconnu, pas totalement inconnu de nous est avec nous aujourd'hui. Salut Emmanuel Pompuri. Salut. On s'est croisés au NAB à Vegas il y a quelques semaines. On est avec toi aujourd'hui parce que tu as été un des premiers à tester le GH4 de Pana et le GH4 apparemment il est en train d'arriver là vraiment pour de vrai en France, hein, c'est ça? Écoute, oui, les premiers exemplaires ont été livrés et les heureux propriétaires ont déjà clamé leur joie sur les réseaux sociaux. Donc il arrive un peu au compte-gouttes, mais il y en a dans quelques boutiques, quoi. Et puis celui qui est avec nous toutes les semaines, je crois que tu le connais aussi au moins de vue, Emmanuel, c'est Fabrice Arad comme d'hab. Salut Fabrice. Salut Benjamin, salut Manuel, salut à tous. Bon, alors, salut. On va être totalement transparent parce que c'est l'une de nos règles, hein. L'émission pour une fois elle est enregistrée. On est mercredi soir et elle est enregistrée en partie pour toi Fabrice, hein. Désolé, c'est de ma faute. J'étais à Cannes la semaine dernière, il y avait du soleil, j'avais le temps de prendre le temps, on va dire. Et là, malheureusement, demain, je serai sur la route, dans la voiture, donc le duplex sur la route, ça le faisait pas. L'image serait pas belle et c'est pas une bonne idée. Donc du coup, il valait mieux enregistrer. Alors on va parler avec toi Fabrice, parce que tu reviens de Cannes, d'abord du festival de Cannes. Est-ce qu'à Cannes on parlait de Netflix sur la croisette cette semaine? Non, c'était pas encore le sujet de conversation, hein. Donc moi, ceux que je croise, ils parlaient plutôt de la descente des marches, parce que on parle de la descente, hein. La montée des marches, c'est joli, mais c'est après l'émission, après le direct des montées qu'il y a beaucoup de travail. Donc on parle plutôt de ça plutôt que de Netflix. Mais il faut qu'on en parle de Netflix à un moment ou à un autre, parce que ça débarque, hein. Ça arrive doucement, mais sûrement. Ouais, alors justement, Emmanuel, parce que toi tu es réalisateur, hein, donc tu es très concerné par la distribution des films, par les questions de droits d'auteur et par aussi ce qui vient d'ailleurs et notamment des US. Tu vois, là on est sur le site, sur la page du site de Netflix et on tombe, quand on est en France, sur une page qui est déjà prête, hein. Ils arrivent à la fin de l'année, mais visiblement ils sont déjà prêts. Qu'est-ce que ça t'inspire l'arrivée de Netflix, Emmanuel? Écoute, j'espère que ça va faire un petit peu bouger les choses et que ça va faire réagir les broadcasters français. Il y a déjà des offres chez Canal notamment, mais ça manque un petit peu de fraîcheur et de dynamisme, tout ça. Donc j'espère que l'arrivée de Netflix va juste les inciter à réagir et à proposer une offre intéressante et qui puisse être à la hauteur de ce qui est proposé justement par cette boîte qui est devenue énorme et qui est devenue maintenant aussi productrice de contenu et notamment de séries. Est-ce que tu comprends finalement tout le buzz ou toutes les craintes qui ont l'air de se cristalliser autour de Netflix? Écoute, moi je suis moyennement inquiet parce qu'il faut quand même relativiser, même si c'est très riche, même s'il y a une belle qualité de diffusion, le catalogue est pas forcément non plus d'une extrême fraîcheur. À part sur les séries, sur les films, de ce que j'en ai compris, on n'a pas non plus les nouveautés de façon aussi instantanée qu'on pourrait l'imaginer. Et même s'il n'y a pas de problématique de chronologie des médias, ce qui a l'air de faire flipper tout le monde ici en France, aux US, voilà, je pense qu'ils vont arriver, ils vont faire leur trou, ils vont faire leur place. Je suis pas très inquiet. Voilà. Fabrice, alors on est donc avec toi, on profite du fait que tu sois rentré de Cannes, mais tu n'es pas rentré les mains vides. Il y a deux sujets que tu nous as rapportés très, très gentiment. Alors raconte-nous un peu les images qu'on va voir. On va commencer peut-être par parler de Canal, hein, c'est ça? Bah oui, parce que c'est incontournable sur la croisette. Tu peux pas passer à côté de cette petite tente, on va dire, ce temple, hein, on va même dire
temple, parce que ça ressemble à quelque chose comme ça, qui est le plateau du Grand Journal, parce qu'ils mettent les moyens. C'est pas de la rigolade, hein, ça s'installe sérieusement. Il y a du moyen budgétaire, parce que c'est du vrai matériel lourd. C'est pas la petite webcam de papy devant l'ordinateur. Et il y a des moyens parce que ça rigole pas sur l'éclairage, sur le confort des gens qui vont être filmés et des gens qui vont regarder. Alors après, c'est particulier, ça reste une émission en extérieur. Donc il faut imaginer un plateau de télé comme on peut l'imaginer protéger les gros plateaux qu'on connaît sur la région parisienne. Et ben en extérieur, ça donne quelque chose de particulier. Ah oui, bah, de toute façon, en général, Canal, ils sont pas réputés pour lésiner sur les moyens, hein, que ce soit pour le Grand Journal ou pour d'autres émissions. On sait que notamment dans la façon de filmer les matchs de foot, il y a eu un avant et un après Canal, quoi. Grâce notamment à Jérôme Revon que je salue, si jamais il croisait cette émission. L'équipe de tournage, donc c'était AMP Visual TV qui est en charge du plateau. C'est le Millennium Signature, c'est un des gros cars régie, hein, c'est un Smirmork à triple extension. Donc un triple extension, c'est vous prenez une Smirmork, vous prenez un premier soufflet, on écarte le camion d'1 mètre, on réécarte encore d'1 mètre, et donc tu as une grosse régie vidéo et tu as une vingtaine de caméras disponibles. Ce sont des Sony HDC 1500. On est à 50-60 000 euros la pièce, hein. Donc on est sur des grosses caméras. Sans les optiques. Voilà, oui, sans les optiques. Merci donc, Emmanuel pour cette précision. Oui, c'est du gros matériel, hein. Et c'est pareil, il faut du monde derrière. Donc quand on parle de gros budget, il ne faut pas oublier que derrière ces caméras-là, tu as un opérateur à chaque fois. C'est-à-dire que là, tu vois, tu as une grue, tu as derrière, sur le plateau, alors on va la voir passer furtivement, tu as 2 caméras robotisées, une petite sur la table qui va prendre Alexandre, comment s'appelle, pas Alexandre, Antoine Decaune, et derrière le plateau, une accrochée en plafond pour prendre le recul avec le public. Donc, même si elles sont robotisées, il y a quand même quelqu'un, tu vois, sur la grue, il y a quand même quelqu'un qui va la manipuler. Ah bah donc, oui. c'est tout de suite un plateau qui demande du monde derrière. Canal, ils sont quoi? Ils sont 200 à Cannes, non? Enfin, c'est un truc monstrueux, je crois. Hein. Alors, j'ai pas pu avoir les chiffres exacts parce que malheureusement, la période à laquelle j'étais sur Cannes correspondait à eux, leur gros pic de tournage, hein, l'ouverture, les 2 premières soirées, il y a la tension qui est au maximum parce que la sécurité est pas encore au point, les gens reconnaissent pas tout le monde, donc on te regarde 3 fois la photo de ton badge pour être sûr que c'est bien toi qui viens travailler. Donc tout le monde est sur les dents, donc ils ont pas vraiment eu le temps de me répondre et j'avais pas le temps de rester pour faire l'interview comme il fallait. Ouais. Mais effectivement, c'est grosse équipe. Bon, alors, à Cannes, tu as rencontré pas mal de confrères, hein, à la fois journalistes et techniciens, et caméramans aussi. Et ça va nous amener assez doucement au sujet qu'on va aborder avec Emmanuel dans un instant, c'est-à-dire ce GH4, donc cette nouvelle référence, hein, dans le monde de la captation vidéo avec un appareil qui, au départ, a quand même le format d'un boîtier réflexe. Et donc, Fabrice, tu as pu croiser une équipe de 50 minutes Inside qui bossait sur la croisette, justement. Bah oui, parce que j'avais la chance de travailler avec Christophe Beaugrand sur une émission de radio pour Cannes. Donc, j'ai eu le temps de croiser l'équipe de tournage de 50 minutes Inside qui a déjà passé une séquence samedi dernier et qui passera une deuxième séquence samedi prochain. Et on a eu le temps de voir comment ils ont tourné, parce qu'ils ne tournent pas de la même façon tous les sujets. Il y a parfois des caméras et parfois des appareils réflexes. Et là, on va rencontrer un des caméramans de l'équipe du jour qui s'appelle Jérémy Vincent. Voilà. Et on va écouter donc ton reportage et ton interview de Jérémy à Cannes il y a quelques heures. Jérémy Vincent, donc caméraman pour la télé principalement. Donc voilà, là j'utilise le 5D Mark III de chez Canon. C'est un appareil photo mais qui fait aussi une très très belle image en Full HD, et surtout l'avantage c'est que on a une profondeur de champ vraiment très fine, donc ça permet d'avoir une belle profondeur dans l'image. C'est assez difficile à s'en servir en tant que caméra, mais quand on sait s'en servir, l'image est vraiment très belle. Il y a énormément de courts-métrages qui sont tournés avec ça, même certains films qui ont été diffusés, notamment au Festival de Cannes l'année dernière, dans la catégorie Un certain regard, étaient entièrement tournés avec le 5D. C'est pas trop cher, il y a des avantages, c'est la qualité de l'image, il y a des inconvénients, c'est très difficile de s'en servir. Et le son, il n'est pas vraiment réputé pour ça. Mais... Donc pour utiliser le son, généralement, on est obligé de rajouter un petit boîtier dessous, comme celui-ci. Voilà, ce qui permet de passer le son en manuel.
et du coup de faire quelque chose d'assez propre. Quand je travaille pour du news, je prends les grosses caméras qui font 10 kg. Quand je travaille pour du magazine où il faut courir, je prends une petite caméra DV. Et quand il faut faire une image très léchée, assez jolie, voilà, j'utilise le 5D. Donc voilà. C'est un beau produit, moi je m'amuse avec. Je m'amuse, mais pas surtout. Il y a des fois où je dis non. Avec ça, c'est pas possible. Voilà, il y a des fois où je dis non, c'est pas possible. Alors justement, Emmanuel, toi qui tournes maintenant beaucoup avec des réflexes, dis-nous pourquoi est-ce que ton cœur balance du côté de Pana plutôt que du côté de Canon notamment? Écoute, j'ai toujours été très intrigué par l'évolution et très branché par ces évolutions technologiques, et j'ai toujours été attiré par les petites caméras. C'est-à-dire qu'à l'heure où tout le monde jurait que par le bêta SP, je me disais tiens, le HI8 c'est pas si mal, à l'heure où tout le monde parlait du Bétanum, je me disais tiens, finalement le DV c'est intéressant, même si je travaillais énormément, parce que j'ai quand même des années de réalisation de multicaméra dans les pattes, et j'ai aussi pratiqué les moyens techniques d'AMP qui sont à mon avis en tous les cas les meilleurs en France et voire même en Europe. Voilà, j'ai toujours eu la volonté de trouver des solutions pour tourner léger, pour avoir un équipement compact, maniable, un truc qui me permette d'être réactif, d'avoir un petit peu... L'idée, c'est d'avoir un peu sa caméra quasiment dans sa poche un peu tout le temps, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, quand est arrivé le premier boîtier qui filmait en HD, c'était le D90 de chez Nikon, qui faisait du 720p, bon, qui avait pas mal de limitations, mais qui était pas mal. C'était fin 2008. Quelques mois après est arrivé le 5D Mark II. Ça a été la révolution qu'on connaît. Discrètement, l'été 2009 est sorti le GH1. Alors pourquoi c'est des trucs qui m'ont intéressé dès le début? Le GH1, ça m'a intéressé parce que c'était non pas un appareil photo sur lequel on avait greffé une fonctionnalité de prise de vue vidéo, mais c'était le premier boîtier vraiment conçu hybride. C'est-à-dire qu'à la grosse différence d'un boîtier de chez Canon, qui par ailleurs fait une très très belle image, reste un excellent appareil photo que j'utilise, moi du coup j'aime beaucoup les boîtiers Canon, mais plus pour la photo, et j'aime énormément aussi les caméras de chez Canon, parce que du coup ils ont appris et ils ont commencé à faire des caméras quelques années plus tard. La série GH avait ce côté vraiment conception 100% hybride, avec des choses assez essentielles pour moi, à savoir un viseur intégré. Là, on a vu notre ami a rajouté un viseur externe, un écran externe pour avoir un certain confort de travail. Voilà, je suis pas super fan du côté sapin de Noël où il faut rajouter 15 000 accessoires pour avoir un truc qui ressemble au final à une caméra. Moi, ce que j'aime sur le GH, c'est il y a un viseur, il y a un écran qui est articulé quasiment à 360 degrés, il y a un autofocus qui est réactif et qui est efficace depuis la première version, et on va dire out of the box, on met un objectif, on met un micro et banzai, c'est parti. On filme ou on photographie, on appuie sur le bouton qu'on veut et on a une qualité qui est vraiment intéressante. Ouais. Alors le GH1 c'était sympathique, mais c'était vraiment en dessous. Le GH2 ça a été un vrai plus avec une qualité vidéo vraiment supérieure. Et puis il est arrivé un phénomène assez incroyable, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de petit malin aux États-Unis qui a fait un hack. Bien sûr. Qui a boosté ce boîtier qui est devenu une espèce de... Beaucoup plus aux États-Unis qu'en Europe, justement. Le GH2 est devenu. Rappelle-nous son nom, parce qu'il a un nom slave, hein, russe. Ouais, Vitali Keselev, ouais, voilà. Comme ça. Vitali, c'est ça. Ouais, vous tapez son nom sur Internet, vous allez vite trouver son site et son forum. Mais est-ce que tu peux expliquer à ceux qui connaissent pas trop la série GH et notamment ce hack, ce qu'il a changé? Eh ben, en fait, il a changé un truc tout bête, c'est que le GH2 avait une limitation en termes du codec qui était, il était limité à 24 mégabits en AVC HD. Ce monsieur, donc ce fameux Vitali, a permis
il a fabriqué un outil qui permettait de fabriquer son propre firmware et de le programmer comme on avait envie et d'aller au-delà des spécificités fondamentales du boîtier qui étaient imposées par Panasonic, notamment en permettant d'aller enregistrer jusqu'à plus de 100 mégabits. Il y a des gens qui ont fait des expériences assez phénoménales, à passer jusqu'au 4.2.2 alors que c'était du 4.2.0, à faire péter la limitation de durée d'enregistrement parce que sur les boîtiers qui sont commercialisés en Europe, tu sais, il y a une loi qui avait été conçue pour protéger l'industrie de Philips et de Thomson début des années 80, qui est toujours active et qui empêche les constructeurs japonais de faire des appareils photo et des caméscopes qui enregistrent plus de 30 minutes sous peine de surtaxe à l'importation. Donc toutes ces limitations-là sautaient, on avait du coup une qualité d'image qui était vraiment incroyable, surtout pour un boîtier qui valait dans les 1000 euros boîtier nu. Quoi. Ouais. Voilà. Donc là, on était au GH2 avec ce hack. GH2 avec ce hack. Du coup, Panasonic a réagi, c'est-à-dire que sur le GH3, ils se sont dit tiens, ça, on a fait un truc au final au début, c'était plutôt pour un marché amateur éclairé. Ils sont passés sur un boîtier beaucoup plus professionnel, avec une coque en magnésium, avec un traitement, avec un boîtier tropicalisé, avec des joints toriques qui résistent au ruissellement, à la projection de flotte, de poussière et tout ça. Et ils ont augmenté aussi la qualité de l'image. Ils ont augmenté le codec en passant de 24 jusqu'à 72 mégabits par seconde en mode intra-image, c'est-à-dire on avait un codec qui était à long hop avant et là on passe à un codec intra-image. Et tout un tas de petites nouveautés très sympathiques, orientées professionnelles, une gestion du timecode, la possibilité d'avoir une écoute du son en pré ou en post, c'est-à-dire écouter ce qui est enregistré ou écouter ce qui rentre dans le boîtier, augmenter la qualité de l'écran, augmenter la qualité du viseur. Donc on avait un truc un petit peu plus pro, voilà. Et on arrive à ce fameux GH4. Donc voilà. tu tweetais il y a quelques heures les premiers exemplaires apparemment viennent d'arriver en France, c'est ça? Les premiers, ouais, ça fait à peu près 2 semaines qu'il est dispo aux US et qui commence à faire son petit buzz auprès des utilisateurs. Et en France, là, j'ai vu qu'il y avait quelques-uns de mes amis connectés sur les réseaux sociaux qui justement disaient ça y est, je l'ai reçu, ou les infos qui circulaient à dire où est-ce qu'il y en a, chez quel revendeur, et ainsi de suite. Voilà. Fabrice, est-ce que toi tu as déjà eu l'occasion d'utiliser peut-être un réflexe pour faire de la vidéo, tout simplement? Première question. Alors, moi j'ai un réflexe pour la photo parce que je venais de la photo argentique, photo développement à la maison, hein, sur la petite cuisine avec le drap qu'il fallait bien pour faire développement de photos noir et blanc. Donc moi je suis resté réflexe pour les photos et on s'est mis à la vidéo quand on s'est rendu compte que ça évitait d'avoir les 2 appareils en même temps, si tu veux, d'avoir une caméra dans le sac plus l'appareil photo. Quand on a vu qu'on pouvait faire des belles images, après, moi, je sais travailler le son, donc je sais enregistrer sur un enregistrement séparé et refaire le mixage après. J'ai pas trop de problème de ce côté-là. Ouais. Mais c'est vrai que de pouvoir avoir là, moi, je suis intéressé grandement par le GH4, du coup, parce que j'ai regardé attentivement avant l'émission ce qu'avait tourné Emmanuel, et j'avoue que là, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir... Ouais. C'est ces images qu'on voit. J'ai l'impression d'avoir une caméra plus qu'un appareil photo. Et en fait, moi, pour te montrer la coulisse de Cannes et des coulisses moi, je suis parti avec une Panasonic, mais une petite caméra, toute petite caméra, tu vois, et Full HD, pratique et autres, mais pas avec les qualités optiques que je pourrais avoir avec le GH4 par exemple, parce que je peux pas changer l'optique, je peux pas jouer avec comme je veux. Donc c'est vrai que là, ça fait pas rêver Emmanuel, ça, je pense. Bah non, mais c'est vrai que ça me fait plus rêver, mais c'est quand même d'excellents outils, c'est des très très bons outils. Faut pas non plus dénigrer, voilà, pour qui veut
garder la séparation de l'État et de l'Église. C'est toujours intéressant d'avoir un caméscope d'un côté et un appareil photo de l'autre. Mais il faut avouer que le caméscope, moi je suis assez agréablement surpris également, parce que je l'avais pas pris pour ça au point de départ. C'est l'un des premiers caméscopes qui permettait de faire une recopie HDMI de la vidéo en Full HD. Donc très pratique pour les petits plateaux des web TV. Donc c'est pour ça qu'on l'a pris au départ. Tu avais une sortie clean, quoi, c'est ça. Donc ça c'était pratique pour ça et aujourd'hui là je l'ai emmené avec moi parce que j'avais pas le temps d'aller récupérer une grosse caméra, j'avais déjà beaucoup de sacs à dos lourds pour le déplacement à Cannes, donc je m'étais dit je peux pas prendre trop de choses, donc quand j'ai pris avec moi je suis quand même agréablement surpris par les images que ça a donné parce que il y a un petit format cinéma dedans qui permet d'avoir une image assez correcte et effectivement la seule chose que je n'ai pas c'est la profondeur de champ que va récupérer avec les optiques Emmanuel sur l'autre appareil. Et en termes de prix il n'y a pas une grosse différence parce que la caméra aujourd'hui je vais la trouver à 800-900 €. Un GH c'est plus cher quand même. Oui, c'est 1600. Oui, c'est 1600 €, 1500 € boîtier nu. Ouais. Boîtier nu, on va doubler, mais justement c'est ce qu'on disait, c'est à quel point. Sans les optiques. Oui, sans certes. Les optiques, ouais. Mais je ne pars plus avec mes deux appareils. Ah, c'est clair, c'est clair. Et moi, j'ai aujourd'hui un Canon, je sais plus quel modèle d'ailleurs, parce que j'ai changé. Et pareil, avec les optiques, je suis quand même à 1000, 1500, 2000 €. Donc finalement, le calcul va se poser, à un moment ou à un autre, va se poser. Manu, on a vu tes images à l'instant, enfin en tout cas tes premières images. Raconte-nous juste brièvement, parce qu'on va voir les autres aussi, mais ces premières images que tu avais tournées avec le GH4. Alors, il se trouve que je suis comment dire, je suis pas un utilisateur lambda à qui c'est tombé dessus comme ça du jour au lendemain. J'ai la chance et l'extrême honneur même de pouvoir dialoguer avec les ingénieurs de Panasonic au Japon depuis le GH2 maintenant, et je suis bêta-testeur depuis le GH3. Et je sors aujourd'hui d'une réunion où j'ai pas le droit de dire ce qu'on a fait, mais grosso modo, on parle déjà du futur avec nos amis japonais. D'accord. Donc voilà, donc c'est un produit que j'attendais parce que il y a des petites idées. On est, je sais pas, 5 ou 6 dans le monde. Il y a il y a deux personnes qui se baladent dans le monde et qui vont consulter comme ça des réalisateurs, des opérateurs à qui ils vont piquer des idées. On est totalement consentant. Moi, j'adore cet échange en tous les cas, et j'ai la sensation de participer à une grande aventure. C'est assez chouette. Donc voilà, moi ce produit-là, je l'attendais depuis la sortie du GH3, puisqu'on a toujours quasiment un modèle d'avance à l'étude. Et j'avoue que je suis bluffé, quoi, parce que c'est vraiment un produit qui arrive à maturité. Les trois autres au préalable, les trois autres éditions du GH en tous les cas étaient vraiment sympathiques. Là, on arrive avec un produit qui atteint un certain niveau de maturité, et je me régale. Voilà. Là donc, c'est un film que tu as tourné au Parc Montsouris, hein, pour ceux qui connaissent le sud de la capitale, avec cette charmante jeune femme qui est dans le monde de la chanson, si j'ai bien compris. Elle n'est pas du tout dans le monde de la chanson, bon elle est comédienne. Ouais. J'ai rien compris. Elle s'appelle Aline. Oh là là, le four. Aline, si tu nous regardes. C'est une comédienne talentueuse et charmante. C'est aussi la femme d'un copain. D'accord. Et voilà, j'avais envie de faire un petit truc un peu clin d'œil, un peu balade printanière, donc en quelques heures avec le GH4. Puis j'avais envie aussi de faire Mumuse avec l'association. Je l'ai amené ici, là, je peux la montrer si tu veux l'image. Voilà, c'est un des trucs qui est assez exceptionnel, si tu veux, c'est que le gros avantage de la série GH, et pas que de cela, parce que Sony maintenant commence aussi à faire des choses intéressantes avec ce mode de fonctionnement. Donc le GH, c'est ce qu'on appelle un boîtier dit sans miroir, mirrorless. Donc en fait on a un très faible tirage optique. Le tirage optique, c'est quoi? C'est la distance qui sépare la zone, le plan film, donc le capteur, du bord de la monture. Ici on a 19 mm à peu près, ce qui est assez ridicule en sachant que la plupart des autres objectifs ont été conçus pour des boîtiers argentiques, avec donc un foyer qui est beaucoup plus profond. Et ce qui va permettre notamment sur les GH et sur tous les micro 4 tiers, que ce soit aussi les Olympus, mais aussi toute la gamme Panasonic, GX7, GM1 et compagnie, on va pouvoir jouer avec des bagues adaptatrices
pour réutiliser des optiques qu'on va dire vintage, dont des vieux Canon FD, des Pentax K, des objectifs à vis, des Leica M, des Leica R. Et sur ce petit film que j'ai fait au Parc Montsouris, j'ai donc rajouté ça. Donc ça, c'est quoi? C'est une bague qui est faite par un constructeur à Hong Kong qui s'appelle Metabones et qui a la particularité d'être non seulement une bague adaptatrice, mais je ne sais pas si vous voyez ici, il y a aussi une lentille. On voit, et la lentille, elle fait quoi? Elle fait que, voilà, une des critiques, qui pour moi n'en est pas une sur le micro 4/3, c'est que c'est un capteur qui est plus petit que le 24-36, puisque grosso modo, il y a un crop factor de x2, c'est-à-dire que si on met un 50, ça devient un 100. Et donc avec cette bague de chez Metabones, donc qui s'appelle le Speed Booster, avec la lentille qui est à l'intérieur, non seulement je vais récupérer de la focale, c'est-à-dire que je suis plus sur un crop factor de x2, mais sur un crop factor équivalent à ce qu'on a sur un capteur APS-C, donc on va dire, on va parler Super 35 et cinéma, et plus photo 24-36. Donc si je mets un 50, ça va devenir plutôt un 75. Grâce à ce type d'adaptateur, là, moi je me suis amusé sur ce film-là à utiliser des vieilles optiques Leica. C'est du Leica R, donc ça c'est un 50 mm Summicron, donc qui ouvre à 2. Les Leica R sont assez intéressantes sur le marché de l'occasion parce qu'elles sont beaucoup moins cotées, parce qu'il n'y a plus de boîtier Leica R en numérique, alors qu'il y a du Leica M en numérique. Donc les Leica R sont un petit peu moins chers. Ça, c'est une optique qui doit coûter dans les 300 € sur le marché de l'occasion. C'est absolument magnifique. Carrément. Ça fait une image très douce. Ça casse un peu le côté un peu trop précis du capteur 4K. Quoique Panasonic s'en sort plutôt mieux que Sony, par exemple, dans ce domaine-là. Quand on compare, par exemple, avec la AX100, qui est le premier caméscope Sony, que j'ai eu aussi l'occasion de tester, qui est un poil trop sharp à mon goût. Donc voilà, et ça existe aussi, donc avec ou sans la lentille, Metabones ou d'autres marques, on va pouvoir travailler avec tout un tas d'objectifs plus ou moins exotiques et aller chiner les brocantes, les greniers du grand-père et eBay et compagnie. Voilà. Et ça, c'est un truc que j'adore. Super, Manu. Bah écoute, merci. Fabrice. Moi, j'ai une question pour Manu. Il nous reste une minute. Ouais, mais ça va être rapide. La réponse va être rapide. Si tu as dit qu'il était à maturité, qu'est-ce que tu aimerais dans la prochaine version? Est-ce que tu bosses déjà à penser à la prochaine version? T'aimerais quoi en plus? Il a la 4K, il peut faire quasiment tous les objectifs. Tu veux quoi? On peut augmenter la qualité encore. Je rêve d'une version un petit peu plus pro avec un codec, un enregistreur interne un poil plus performant en 4.2.2. Ce qu'on peut faire avec l'enregistreur externe, la particularité du GH4 aussi, c'est ce fameux boîtier qu'on appelle le YAG, qui va se greffer en dessous, qui va nous permettre d'avoir des sorties SDI 4K, 4.2.2 10 bits et aussi des entrées XLR et la gestion du timecode. Ah, voilà. C'est top ça. Ouais. C'est un boîtier donc optionnel, j'imagine. C'est un petit boîtier qui vient se greffer en dessous et qui permet d'avoir alimentation 12 volts, 4 broches. C'est Pana qui le fait? C'est Pana qui le fait, ouais. Et combien vaut cette petite chose? Écoute, je sais plus exactement. Je crois que le prix du kit avec ce boîtier, c'est aux alentours, ça double le prix du boîtier. Ça doit être dans les 3000 €, un truc comme ça. Mais avec ça, on a vraiment tous les outils pour faire un vrai tournage audio et vidéo. On a vraiment un boîtier qui le rend pro, qui lui donne une connectique professionnelle qui est très intéressante. À savoir quand même que le HDMI 2.0 qui est sur le boîtier sort déjà du 4.2. Bien sûr. Puisqu'il faut, on rappelle, il faut de la version 2 du HDMI pour être sérieux en 4K. Exactement. C'est surtout une histoire de fréquence d'image. Bien sûr, absolument. Pour supporter le 60, c'est ça? C'est ça. Voilà. Le 50, le 60. Super Manu, bah écoute, merci beaucoup, c'était un plaisir de t'avoir pour la première fois, on va dire pour de vrai, avec nous dans Broadcast Time. On racontera la prochaine fois nos péripéties à Vegas. On ne dira rien, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. T'as raison. Bon, merci en tout cas, on te retrouve évidemment sur ton blog, et puis Les Machineurs, c'est ta boîte de prod. À bientôt sur Watch. Yes. Merci. Et puis Fabrice, nous on se retrouve la semaine prochaine évidemment. Bon voyage chez nos amis strasbourgeois. Oui, je reviendrai avec d'autres idées encore.
Eh ben écoute, c'est formidable. Merci, merci à tous, à vous qui nous suivez sur Watch TV. Je vous rappelle le compte Twitter pour nous suivre, Broadcast Time avec un seul T. Et puis l'émission est aussi dispo évidemment sur le site en replay, en podcast et sur tous les sites de partage. On aura des nouvelles très 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 bientôt à vous donner sur la diffusion de Watch qui est en train de s'étendre. Salut à tous et très bonne journée sur Watch TV. Ciao.